Cette semaine, au sommaire d'Info Hebdo, du théâtre en alsacien avec les jeunes de Dembar. Et tout de suite, les épreuves athlétiques des sapeurs-pompiers de l'arrondissement de Haguenau. Le stade de Rachofen accueille les épreuves sportives des sapeurs-pompiers de l'arrondissement de Haguenau. Ces épreuves obligatoires il y a encore quelques années sont organisées tous les ans afin de connaître la forme des jeunes sapeurs-pompiers. Voilà, alors aujourd'hui on a une manifestation sportive sapeurs-pompiers dans le cadre du parcours sportif. Le 3 mai aura lieu la finale départementale et c'est pour ça qu'aujourd'hui nous organisons justement cette finale d'arrondissement qui permet une sélection de jeunes sapeurs-pompiers et de seniors et vétérans pour participer à la finale départementale. Ils sont confrontés à des épreuves athlétiques. On a pu voir le grimpé de corde, le saut en hauteur. Ensuite, il y aura du demi-fond. Et par après, ils seront confrontés au parcours sportif en lui-même. Ces épreuves sportives sont l'occasion pour les jeunes sapeurs-pompiers de l'arrondissement de Haguenau de se mesurer les uns aux autres, mais aussi de se rencontrer. La Maison des Jeunes et de la Culture de Dambarnenhofen a offert 3 représentations de théâtre alsacien. Sous l'œil attentif de Hubert Herbe, auteur de plusieurs sketchs, les acteurs n'ont pas manqué d'émouvoir l'assistance. Koffieschüssel waren von Kind abgelehrt. Ich will nicht jeden Morgen die Hälfte in der Wasserstein leeren und alles verspritzen. Jeunes et adultes, les comédiens sur scène captent le public. Humour, quiproquos et jeux de mots en dialecte alsacien, une belle façon de promouvoir notre patrimoine linguistique pour le plaisir des spectateurs. Absolut, keine Ahnung. Nächstes Jahr wieder. Dans ce numéro de Mac 3V, commençons par un reportage sur la reproduction des batraciens. Vous découvrirez ensuite l'entreprise Techline, puis une recette de cabri à l'ail des ours. Alors aujourd'hui, c'est le crapaud commun qui a l'honneur. En effet, tous les ans, ils retournent dans l'étang qui les a vus naître pour se reproduire. Alors ils partent en général début mars, ils attendent une journée chaude et très humide, donc de la pluie. Sinon ils attendent une bonne journée, ça peut durer comme ça jusqu'à début avril. Et là nous sommes d'ailleurs début avril parce que l'hiver a été froid, le début du printemps très froid. Et ils profitent donc tous en même temps, par milliers, ils arrivent à l'étang pour se reproduire. Alors, la reproduction est assez marrante parce que le mâle émet un son et plus il est gros, plus il est rauque et bas dans la tonalité. C'est-à-dire que quand il a trouvé une cavalière, une femelle, donc un autre mâle se rapproche, il émet son chant et plus il est bas et plus il sait qu'il n'a aucune chance de rivaliser donc avec l'autre crapaud. Ce qui fait que si le chant est plus aigu, il peut à ce moment-là s'attaquer
à l'autre rival, l'éjecter et prendre ainsi sa place. Alors deux crapauds communs de couleurs différentes, on les reconnaît souvent à leurs beaux yeux orange. Souvent, la femelle arrive vers la mare et déjà en arrivant, elle s'accouple avec le mâle avant d'arriver dans l'eau. Mais la vraie reproduction ne commence que dans l'eau. Une fois dans l'eau, la femelle attire parfois même plusieurs mâles et ils sont parfois des 5, 6, voire 10 à s'agglutiner ensemble, la serrant tellement fort qu'elle se noie, elle n'arrive plus à monter à la surface et ainsi elle se noie. Mais la reproduction est faite, le but est atteint. La reproduction dure souvent 2-3 jours, hein, ça va très vite et il faut vraiment guetter le bon moment, c'est-à-dire des journées chaudes et humides. Donc le crapaud se reproduit en filaments, le tétard se trouve dans ces filaments comme des chapelets, alors que la grenouille rousse c'est plutôt des amas de cellules rondes avec le tétard au milieu qui grossit et le tétard se développe à l'intérieur. Les pontes se trouvent jamais au milieu, mais toujours au bord, dans les roseaux et les herbes. Le crapaud, en général, accroche ça autour des herbes et ensuite les laisse se développer toutes seules. Le développement va durer quelques mois, mais on sait qu'au mois de juin, les petits crapauds se dirigeront vers la forêt, sortiront donc de l'eau et auront une vie terrestre et se cacheront dans les feuilles, auront une vie déjà d'adulte. Il y a une grosse hécatombe au bord des étangs où il y a une route à proximité parce que la plupart des crapauds, quand ils se dirigent vers l'étang ou la mare, se font écraser par les voitures. Alors ils sont des centaines et des centaines à se faire écraser. Alors l'équipement, les services de l'équipement, certaines associations ont entrepris des actions pour installer des crapauducs, c'est-à-dire des filets ou des petits tuyaux sous la route pour qu'ils puissent rejoindre la route sans traverser. Ils sont ainsi capturés par le filet, ils tombent dans des seaux ou alors utilisent ces petits tunnels sous la route pour rejoindre l'étang et la mare. Techline a été créé en 92. Et donc je suis un ancien de INA. Donc c'est là-bas que j'ai appris mon métier. Après je me suis dit je vais me mettre à mon compte et puis j'ai créé la société. Donc on est une 13 personnes à peu près. 13, 14, ça dépend. Et on fait de la sous-traitance mécanique, donc prestataire de services en fait, pour les grandes sociétés du coin. Déjà en usine, n'importe quelle matière, c'est-à-dire du fer, du laiton, de l'inox, de l'aluminium, du plastique, vraiment un petit peu n'importe quoi. Donc vous avez pu voir qu'on a beaucoup de commandes numériques, des machines relativement sophistiquées pour usiner toutes sortes de matières. Donc c'est toujours à la demande du client qu'on fait un devis d'abord et après on fait les pièces si on tombe d'accord au niveau du prix et du délai, ce qui est très important. Donc la pièce unitaire en général est toujours faite sur une machine conventionnelle comme vous avez pu voir. Donc c'est surtout des anciens qui travaillent là-dessus parce que le métier commence à se perdre. Les jeunes aujourd'hui à l'école apprennent beaucoup plus la commande numérique que le fraisage et le tournage conventionnel. Et les petites séries où la pièce un petit peu compliquée se fait toujours sur une commande numérique. C'est beaucoup plus précis, plus rapide et on peut faire beaucoup plus de choses. Je suis fraiseur en commande numérique, ce qui veut dire je programme moi-même les pièces par rapport au plan qu'on me donne. Disons, on travaille à peu près au centième du millimètre. Donc vous prenez un millimètre, sur une graduation, vous le divisez par 100. Et c'est après les cotes qu'il y a sur le plan
et que je programme les formes d'après les cotes et je donne tout dans la CN, c'est-à-dire la commande de la machine, et après c'est le centre d'usinage qui fait les formes et les différents usinages à faire dans la pièce. C'est ça la base, quoi. Disons, il y a les outils pour enlever le gros de la matière, c'est-à-dire une fraise qui tourne autour. Après, on peut percer. Il y a des outils d'alésage qui sont précis, enfin que tu peux régler encore une fois manuellement. Et bon, pour chaque outil, quoi, il y a différentes façons de travailler avec, quoi. Puis il y a des outils qui tournent, tu tournes plus ou moins vite avec des outils où tu contournes, où tu programmes la forme. Après, il y a des outils qui ont la cote finie, quoi, qui règlent, où tu descends carrément que dans la pièce. Je suis encore de la vieille école, quoi, pour ainsi dire. Où dans le temps, on apprenait un fraiseur qui apprenait ça à faire un travail tout à fait manuel, quoi. Par rapport à des centres d'usinage automatisés ou informatisés, c'est manuel, tout est manuel. C'est une électrode de soudage par point, hein, en cuivre, qui est exécutée manuellement, 3 pièces, quoi. Bon, disons, la pièce est préparée, hein, parce qu'elle va passer sur une autre machine pour du tournage, du contournage. Il y a pas mal de travaux qui se font, qui se préparent manuellement et qui ensuite après sont répartis sur des machines automatisées où, par exemple, le travail est beaucoup plus technique, quoi. Le rouleau, c'est vraiment une commande spécifique. Donc ça arrive une fois dans l'année, sinon 2 fois maximum. Des fois différents diamètres, différentes longueurs. Après 1000 pièces, on n'est plus vraiment compétitif parce que les machines qu'on a en fait sont un petit peu trop lentes. C'est pour ça qu'il y a des spécialistes qui font des grandes séries. Nous, on est prévu pour petites et moyennes séries maximum. On part de ça et à la fin, on obtient la pièce là. Il y a 2 petits lamages avec 4 trous, c'est pour des passages de vis. L'eau dans la machine sert à refroidir la pièce, parce que les pièces deviennent chaudes quand on les usine, et l'huile sert à favoriser la coupe. Je suis l'adjoint de M. Geiler, qui est notre PDG. Donc, dans une petite entreprise, être la deuxième personne de l'encadrement signifie s'occuper des achats, s'occuper du relationnel entre les clients, surtout faire le lien entre l'atelier et les clients. Nous recevons des commandes de nos différents clients, donc il y a l'achat de la matière première. Donc en général, il y a quelques jours de délai. La matière première arrive en barre de 6 mètres, de 3 mètres ou à façon. Donc nous débitons la matière et après ça part directement aux machines à commande numérique, aux machines conventionnelles. Donc ces pièces sont prises en main par les professionnels et ceux qui se chargent de faire le reste des opérations. Nous recevons les plans des clients ou des modèles. Donc nous réalisons également des pièces suivant modèle. Nous sommes obligés d'avoir pas mal de stock matière pour pouvoir gérer au plus vite la demande du client. Mais les demandes particulières, nous commandons au fur et à mesure. Disons, ma formation au début, j'étais au lycée de Dietrich à Reichshofen, mais je suis chaudronnier de base. Par la suite, j'ai fait une formation de 2 mois chez de Dietrich en ce qui concerne la mécanique, surtout en fraisage, mais conventionnel. Et tout ce qui concerne le commande numérique, c'est des formations que j'ai suivies ici, à l'entreprise, et j'ai tout appris sur le tas, ici. Donc nos clients sont pratiquement toujours des clients régionaux. Les plus loin est à Schirmeck et le reste, c'est beaucoup d'Alstom, beaucoup de Dietrich chimique à Zinswiller, et puis plusieurs clients à Haguenau, quelques-uns à Strasbourg, mais c'est vraiment très très régional. Je crois qu'aujourd'hui, en sous-traitance mécanique générale, donc notre métier, on ne voit jamais plus loin que 15 jours. Donc aujourd'hui, le marché étant tel qu'il est, on doit réagir très très vite. Alors aujourd'hui, nous allons vous présenter une recette printanière, un rôti de cabri à l'ail des ours. L'ail des ours, c'est l'ail qui pousse on en a beaucoup dans la forêt de Haguenau. Souvent, quand on passe entre Niederbronn et Haguenau, on a une forte odeur d'ail. Et c'est cet ail sauvage qui est un petit peu plus doux que l'ail qu'on cultive. Pour l'ail des ours, donc, on va équeuter les feuilles qu'on aura cueillies, lavées et que nous allons mettre dans un bol.
avec de l'huile et qu'on va mixer. Donc l'ail est là. Attends, je vais mettre un peu. Donc l'ail dans un bol. On va le mixer avec un peu d'huile d'olive. Pour obtenir une purée bien verte. Après ça, on va préparer notre agneau. Donc on a pris un gigot et un bout de carré qu'on a désossé, que vous pourrez faire éventuellement désosser par votre boucher. Nous allons le saler. Et le lier. Le carré pareillement, nous allons le ficeler pour qu'il garde une belle forme bien ronde en forme de boudin. Donc là on est prêt à enfourner notre cabri. La poêle chaude étant prête. Voilà. On nous retire cela et on va rajouter un petit peu de thym et de romarin. Donc avant d'enfourner, nous allons le badigeonner avec de l'ail des ours. Et nous allons enfourner pour un quart d'heure, 20 minutes à 180 degrés. À mi-cuisson de notre cabri, nous allons rajouter une petite mirepoix de céleri et d'oignons. Donc ces céleris sont coupés en petits cubes. Les oignons, pareil. Voilà, nous allons rajouter cela à mi-cuisson. Pendant la cuisson de notre agneau, nous allons préparer les légumes. Donc on a gardé quelques oignons bottes. C'est le printemps maintenant, on essaiera de travailler avec des légumes de saison. Donc on a quelques oignons bottes, des petites carottes fan, que nous allons couper en 4. Et que nous allons cuire dans de l'eau bouillante, fortement salée, pour leur garder une belle couleur bien verte. Donc ces légumes étant taillés, nettoyés, on va les faire blanchir à l'eau bouillante, en gardant une cuisson al dente, c'est-à-dire bien craquante. Les légumes étant cuits, nous allons les sortir. Donc les tremper dans l'eau très très froide, l'eau glacée, pour leur garder une belle couleur. Voilà. Tout à l'heure à mi-cuisson, on disait on va rajouter notre mirepoix. C'est ce que nous allons faire maintenant. Voilà, et nous enfournons encore pour 5-10 minutes. Notre gigot étant cuit après 20 minutes, nous allons lui laisser 5 à 10 minutes de repos pour que les viandes puissent à nouveau se détendre et notre gigot sera d'autant plus tendre. Après cela, nous allons le couper avec le petit carré. Voilà, on a une viande bien juteuse. Pareil pour notre gigot.
Nous allons étendre sur l'assiette un peu d'huile à l'ail des ours. Le carré, le gigot et le tour est joué. Très bien, ben voilà un plat bien printanier et je vous souhaite un bon appétit.